Well, obviously it's incredibly exciting, and yes, I think for me it's been a very long time working on cause-driven work, specifically with women and girls' rights, but Je ne savais pas qu'un simple retour, une simple silhouette dans un aéroport londonien suffirait à bouleverser en un instant ma conception de la famille, de la loyauté et de la vérité. Mais quand j'ai appris qu'Harry était de retour à Londres, non pas comme un frère, non pas comme un fils prodigue, mais comme un homme investi d'une mission, j'ai immédiatement senti qu'un changement profond s'était opéré. Les mots « il détient des preuves » résonnèrent dans ma tête comme un écho menaçant. Des preuves contre qui? Mais au fond de moi, je le savais déjà. Pas contre la monarchie, pas contre nous, contre elle, Meghan. Et pourtant, je pressentais que ce ne serait jamais seulement son histoire. Cela se répercuterait comme une onde de choc dans chaque pièce du palais, dans toute l'histoire de notre famille et dans toutes les certitudes que je tenais pour acquises. Ce qui m'a le plus troublé ce jour-là, ce n'était pas que Harry ait des documents, c'était la façon dont il les transportait au sens propre comme au figuré. La mallette noire qu'il a refusé de remettre à la sécurité. Sa démarche déterminée à travers Heathrow, comme si chaque pas soulignait une décision mûrement réfléchie. Cette image m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas du comportement impulsif d'un homme blessé. C'était de la préparation, c'était une stratégie. C'était quelqu'un qui s'était affranchi de la peur des représailles. Et à cet instant, ma position a radicalement changé. Comment réagir lorsqu'on réalise que quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on essaie de comprendre malgré tout, revient comme suspect, témoin, lanceur d'alerte? Comment gérer la tension entre l'empathie pour sa douleur et la responsabilité envers la famille? J'avais l'impression d'être prise entre deux feux, mon lien avec mon frère et ma loyauté envers les institutions qui nous façonnent. Et je savais que chaque erreur, chaque mot de travers pouvait attiser un feu plus violent que tout ce que nous avions connu jusqu'alors. Mais avant même que je puisse réfléchir à une réaction, les fuites ont commencé à apparaître. D'abord, prudemment, presque à voix basse, sous la forme de fichiers PDF financiers, manifestement non destinés à être rendus publics. Puis de plus en plus agressivement, avec des lignes contenant des noms, des montants, des transactions traçables. Et même si je voulais croire que quelqu'un d'autre avait pu faire cela, la vérité s'imposait, les métadonnées le désignaient directement. Ash Wales, mon propre frère, l'homme qui avait jadis tout sacrifié au nom de l'amour et qui maintenant disséquait ce même amour ligne par ligne publiquement et irrévocablement. Je n'éprouvais pas de colère. Ce que je ressentais était bien plus complexe, une sorte de prise de conscience poignante que Harry se débattait avec ce dilemme depuis bien plus longtemps que nous ne l'avions imaginé. Ces documents n'étaient pas le fruit d'un travail réalisé en un jour. Il s'agissait de mois, peut-être d'années de doutes, de recherches, de luttes intérieures. Combien de solitude faut-il endurer avant de décider que la vérité mérite le sacrifice de son monde entier? Et en même temps, combien de souffrances faut-il endurer pour mettre sa propre famille en danger? Tandis que je réfléchissais à cela, j'ai perçu les premières réactions au sein du palais. Pas de cris, pas de paroles, le silence, un silence lourd, chargé de sens. Un silence que j'ai immédiatement reconnu, celui-là même qui s'installe lorsqu'une institution réalise qu'elle risque de perdre le contrôle du récit. Car si Harry détenait réellement des preuves, s'il pouvait véritablement démontrer que des fonds avaient été détournés, s'il souhaitait réellement que cela soit rendu public, cela ne se contenterait pas de détruire sa réputation. Cela soulèverait des questions sur le contrôle, sur les structures, sur tous ceux qui ont été impliqués dans ces projets. Et donc sur nous aussi, car rien au sein du réseau royal n'existe en vase clos. Alors que les médias internationaux commençaient à s'emparer de l'information, j'ai senti le rythme s'accélérer. Les gros titres se succédaient à un rythme effréné. Les experts se sont empressés de livrer leurs analyses. Les sections de commentaires ont explosé. Et moi, au milieu de ce tumulte, j'essayais de comprendre ce que cela signifierait pour notre famille, pour notre avenir, pour nos enfants qui grandissent désormais dans un monde où chaque erreur, chaque faux pas, chaque malentendu est irréversible. Mais ce qui m'a le plus ému ce premier jour, c'est de comprendre que le retour d'Harry n'était pas synonyme de destruction, mais de libération. Il ne s'agissait pas de vengeance, il ne s'agissait pas de haine. Il s'agissait d'un homme qui enfin reconnaissait vivre avec une vérité trop lourde à porter seul. Un homme qui a rompu le silence, non pas parce qu'il souhaitait que le monde brûle, mais parce que lui-même ne voulait plus souffrir en silence. Cette pensée me hantait, que faut-il endurer pour enfin dévoiler son nom, son mariage, sa vie? Car que je le veuille ou non, je sentais que cette histoire ne s'arrêterait pas aux documents financiers. C'était plus vaste, plus sombre, plus profond, et ce n'était que le début. Alors que je tentais de saisir l'ampleur de ce qui allait se produire, une chose était sûre: dès l'instant où Harry poserait le pied sur le sol britannique, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ni pour lui, ni pour elle, ni pour nous. La vérité avait pris une forme à laquelle aucun de nous ne pouvait échapper.
Et cette prise de conscience a fait naître une nouvelle question troublante qui me hante depuis: si mon frère était prêt à rendre tout cela public, que cachait-il et qu'allait-il encore révéler au monde? Il n'a fallu qu'une journée pour que l'ampleur des documents apportés par Harry se révèle pleinement. Je m'attendais à quelques courriels, des messages isolés, quelque chose que la presse reprendrait, exagérerait brièvement, puis oublierait. Mais j'ai découvert quelque chose d'inédit, une collection de fichiers qui non seulement incriminait le Meghan, mais allait assez bien au-delà, touchant des personnes, des structures, des flux financiers qui n'auraient jamais dû être divulgués au public. Ce qui semblait au départ un conflit personnel s'était transformé en une tempête imminente menaçant l'intégrité même de la famille royale. Les premiers documents divulgués étaient relativement anodins, des tableurs détaillant des paiements, des échanges entre équipes de relations publiques, des factures incohérentes. Mais bientôt des fichiers ont fait surface qui m'ont littéralement sidéré. Des virements vers des sociétés privées sans motif apparent. Des virements effectués à partir de fonds destinés à des œuvres caritatives. Et surtout, certaines signatures placées de manière savamment orchestrée. Non pas une fraude qui paraissait amateur ou stupide, non, c'était presque élégant. Comme si quelqu'un avait délibérément créé un écran de fumée autour des véritables intentions. Et lorsque j'ai vu les métadonnées, horodatage, géolocalisation, acheminement interne des documents, la situation s'est encore compliquée. Car non seulement il s'est avéré que presque tous les fichiers avaient transité par les mêmes intermédiaires, mais qu'ils étaient également stockés sur des systèmes auxquels je pensais que seuls les cadres supérieurs avaient accès. Il ne s'agissait pas d'une erreur impulsive, mais d'un mécanisme, d'une stratégie mise en place depuis des mois, voire des années. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas tant la quantité d'informations que leur poids. Chaque dossier semblait être une pièce d'un puzzle qui dressait un tableau bien plus sombre que je ne voulais l'imaginer. Un tableau de manipulation, de tromperie et surtout celui d'une personne qui connaissait les rouages de l'écosystème royal et qui l'exploitait. Et plus j'avançais dans ma lecture, plus il devenait évident que Meghan était au cœur de toute cette agitation. Non pas par hasard, non pas par naïveté, mais délibérément, méthodiquement. Pourtant, je me trouvais face à un dilemme moral qui me pesait presque physiquement. Comment y faire face? J'étais tiraillé entre deux réalités. D'une part, je devais protéger ma famille, d'autre part, empêcher que notre image ne soit à nouveau ternie par un scandale que nous ne pourrions jamais totalement maîtriser. D'autre part, je devais reconnaître que la vérité ne peut être sélective, qu'on n'adhère pas à la transparence uniquement lorsqu'elle nous arrange. Quelle est notre part de responsabilité en tant que membre d'une institution constamment scrutée et quelle est notre part de responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'individu envers l'idéal de justice, même lorsque cette justice a des conséquences douloureuses. Ce dilemme s'est accentué lorsque j'ai compris comment Harry s'était procuré ces documents. Certains lui avaient été transmis volontairement par d'anciens collaborateurs de Meghan qui réalisaient désormais que leur nom pouvait être associé à des détournements de fonds. D'autres, il les avait rassemblés lui-même non par vengeance, mais face à l'inquiétude grandissante d'avoir été induit en erreur, d'avoir défendu l'indéfendable. L'idée que mon propre frère doive traverser une telle épreuve, le déni, le doute, la confrontation, était presque aussi douloureuse que le contenu même des documents. Pourtant, je sentais que ce n'était pas seulement son combat. Une fois les documents entrés dans les limbes du palais, ils sont inévitablement devenus le mien aussi, car chaque information soulevait des questions sur notre propre système. Comment cela avait-il pu se produire sans que personne ne tire la sonnette d'alarme? Comment l'argent avait-il pu disparaître? Comment les structures avaient-elles pu être contournées? Comment une seule personne avait-elle pu acquérir un tel contrôle sur des fonds liés à un nom royal? Et plus douloureux encore, comment se faisait-il que personne n'ait rien vu, ou peut-être que personne n'ait voulu voir quoi que ce soit? Entre-temps, une atmosphère de panique palpable s'installait au sein du palais. Personne ne l'exprimait ouvertement, mais tous le ressentaient. Si l'affaire venait à être rendue publique, les conséquences ne se limiteraient pas à Meghan. La crédibilité des projets des organisations et même la nôtre en serait gravement compromise. Le risque d'atteinte à notre réputation était immense, mais le risque de garder le silence l'était peut-être encore davantage. Nous nous trouvions plongés dans une incertitude totale où la transparence était à la fois une menace et un devoir. J'ai commencé à envisager les choses sous un angle plus large. Il ne s'agissait pas simplement d'une affaire de famille. C'était une épreuve pour l'institution elle-même. Car si en tant que famille, nous n'étions pas capables d'affronter honnêtement les erreurs, les abus et les injustices, tout le système fondé sur la confiance s'effondrerait irrémédiablement. Et pourtant, je ressentais une peur sourde jusqu'où cette vérité devait-elle aller? Où se situait la limite entre dire la vérité et détruire? Ce qui me hantait le plus, c'était la question que plus personne n'osait poser, mais qui allait tout déterminer. Était-ce toute l'histoire, ou n'était-ce que le début de quelque chose de bien plus vaste? Car les documents ne sont jamais de simples documents. Ce sont des traces, des signaux, des strates sous-jacentes de systèmes souvent plus complexes qu'il n'y paraît.
Je me demandais si tout cela pourrait bien se terminer, ni pour Meghan, ni pour Harry, ni pour nous, car la vérité avait désormais pris une forme qu'il fallait non seulement affronter, mais qui allait nous contraindre à agir. Et à chaque nouveau dossier que j'ouvrais, je sentais que le choix qui m'attendait pesait plus lourd que n'importe quel devoir que j'avais jamais connu. Comment avancer quand le passé se transforme soudain en preuve et le présent en un véritable champ de mine morale? Je n'avais pas encore la réponse, mais une chose était sûre, cette histoire ne disparaîtrait pas. Car une fois la vérité révélée, impossible de la replonger dans l'ombre où elle est restée si longtemps cachée. Je pensais avoir pleinement saisi l'ampleur des documents d'Harry. Je croyais que plus rien ne pouvait me surprendre, que j'avais encaissé suffisamment de chocs, de déception et de confusion pour pouvoir aborder le reste avec un certain détachement. Mais tout a basculé lorsque j'ai vu la vidéo qui a tout bouleversé. Le dossier qu'Harry avait gardé secret jusqu'au dernier moment, non pas pour me protéger, mais parce qu'il savait que son contenu révélait une vérité et ébranlait un fondement. Et ce fondement, ce n'était pas seulement la réputation de Meghan. C'était l'illusion que tout cela n'était que des malentendus ou des erreurs financières. La vidéo a rendu l'affaire personnelle, irréversible, inéluctable. J'ai ouvert le fichier un soir alors que les couloirs du palais étaient silencieux et que l'atmosphère était pesante, comme si le bâtiment lui-même pressentait l'importance de ce moment. Le nom du fichier était simple, M-Record MP4. Aucun nom, aucun détail, aucun contexte. Le calme avant la tempête. Lorsque j'ai appuyé sur lecture, j'ai d'abord vu du bruit des ombres et des mouvements flous. Une image typique d'un enregistrement jamais destiné à être diffusé. Mais lorsque l'image est devenue nette, j'ai senti mon estomac se nouer. Meghan était assise dans une pièce que je ne reconnaissais pas moderne, soignée, professionnelle. Elle ne paraissait ni nerveuse ni tendue, mais lucide et concentrée. Son langage corporel était assuré, presque calculateur. À la limite du champ de vision, à moitié hors champ, se tenait un homme, sans doute celui qui lui posait les questions. Mais l'important n'était pas lui, mais ce qu'elle disait. J'écoutais sa voix tandis qu'elle parlait en détail de allocation stratégique de ressources, de détournement de fonds pour que les mécanismes de contrôle ne donnent pas immédiatement l'alerte, et de l'association publique d'initiatives personnelles à des projets royaux pour que l'image reste toujours positive. Mais mes mains se sont mises à trembler lorsqu'elle a dit « Tant que Harry pensera que c'est pour une bonne cause, il ne posera aucune question. Et tant que le palais pensera qu'il s'agit d'une opération de relations publiques, personne n'ira plus loin. » Elle l'a dit avec un sourire chuchoté. Un sourire qui me révélait une chose que je n'aurais jamais voulu savoir, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une maladresse naïve, c'était intentionnel. Et puis vint la phrase qui a tout fait basculer pour moi, la famille travaille avec des images, pas avec des chiffres. C'est plus simple comme ça. En une seule phrase, sa façon de nous percevoir est devenue claire, non pas comme des personnes, non pas comme une famille, mais comme des atouts dans une stratégie, des instruments, des portes d'entrée vers des opportunités. J'ai repassé la vidéo plusieurs fois, espérant à chaque fois avoir manqué quelque chose, que ces paroles aient été sorties de leur contexte, qu'il s'agisse d'une répétition d'un malentendu. Mais rien n'y a fait. Les mots restaient aussi clairs, aussi déterminés, aussi dévastateurs. Ce n'était pas quelqu'un qui peinait à s'adapter à un nouvel environnement. C'était quelqu'un qui cherchait activement les failles du système et savait précisément comment les exploiter. Plus je regardais, plus ma conception de la loyauté se transformait. Jusque-là, j'avais tenté de dissocier les faits des émotions. J'avais essayé de voir dans ces documents financiers des erreurs, peut-être de mauvais conseils, peut-être de la naïveté. Car l'erreur est humaine, même au sein de la famille royale. Mais cet enregistrement révélait quelque chose de bien plus dangereux, une intention, une manipulation délibérée, un plan. Et c'est précisément pour cela que j'ai soudain compris pourquoi Harry avait tant lutté. Pourquoi il était resté silencieux si longtemps, pourquoi il avait finalement décidé de révéler la vérité. À quel point cela doit être bouleversant de découvrir la vérité sur quelqu'un pour qui on a tout sacrifié. Quelle douleur doit-on ressentir pour enfin accepter d'avoir soi-même été manipulé, utilisé comme un pion? J'éprouvais une profonde compassion pour lui, une émotion que je n'avais plus ressentie depuis le début de cette histoire. Non pas parce qu'il avait agi parfaitement, mais parce que son combat était désormais palpable. Il ne s'était pas contenté de rassembler des documents. Il avait dû se libérer d'une réalité où l'amour, la loyauté et la vérité étaient de constamment opposés. Et il avait choisi la vérité malgré le chaos qu'elle allait engendrer. Mais en même temps, je ressentais autre chose. Quelque chose de plus sombre, une sorte de peur que je ne parvenais pas à exprimer immédiatement. Car si c'était vraiment ce que Meghan avait dit à huis clos, si c'était vraiment ce qu'elle pensait alors, l'impact de cette vidéo ne se limitait pas à une atteinte à sa réputation. Cela signifiait que tout notre système avait été vulnérable face à quelqu'un qui savait parfaitement comment exercer son emprise. Cela signifiait que des limites infranchissables avaient été délibérément brouillées. J'ai dû me forcer à envisager les conséquences d'une fuite de cette vidéo, ce que cela signifierait pour elle, pour Harry, pour nous tous.
Les questions qui se posaient étaient dérangeantes mais inévitables. Devais-je protéger cette vidéo ou la rendre publique? Mon rôle était-il de minimiser les dégâts ou de rendre justice? Et était-il même possible de faire les deux sans nuire à personne? L'enregistrement s'est arrêté net, comme si quelqu'un avait éteint la caméra une fois arrivé à destination. Aucun récapitulatif, aucun contexte, aucune excuse, juste le silence et l'écho de ses paroles. J'ai fermé mon ordinateur portable, mais mes pensées continuèrent de tourbillonner. Car cette vidéo n'avait pas seulement révélé la vérité, elle avait changé la donne. La situation était devenue incontrôlable, impossible à atténuer, impossible à réduire à de simples malentendus. La vidéo avait mis une chose au clair, comme de l'eau de roche, cette histoire ne serait plus jamais la même. Et moi non plus. Dès l'instant où la vidéo a bouleversé mon monde, une chose est devenue indéniable, Meghan n'aurait jamais pu agir seule. L'ampleur, la finesse, la structure de tout son réseau financier, rien de tout cela n'aurait été possible sans complicité interne. Et cette prise de conscience a été un véritable coup de massue, plus violent encore que le premier. Car s'il y a bien un endroit où l'on s'attend à pouvoir compter sur la loyauté, c'est au palais. Non pas parce que tout le monde est intouchable, mais parce que le système repose sur le devoir, la discrétion et la régularité. Pourtant, j'ai soudain eu l'impression que des traces avaient été laissées par des personnes qui, de l'intérieur, avaient coécrit cette histoire de mensonge. Lorsque les premières enquêtes internes ont débuté, j'ai été frappé par le malaise général. Non seulement parce que nous étions en pleine crise, mais aussi parce que certains gardaient un silence obstiné au moment où l'on attendait des réponses. Les regards d'ordinaire si assurés se sont voilés. Les mots, autrefois si naturels, sortirent désormais avec hésitation. C'était comme si une toile invisible s'était tissée entre les murs du palais. Une toile qui avait depuis longtemps capturé la vérité, mais dans laquelle personne ne voulait admettre s'être laissé prendre. Les responsables de la sécurité ont commencé à partager leurs rapports, des courriels absents, des archives officielles, des badges d'accès utilisés à des moments où personne n'était censé être présent, des documents imprimés à partir de comptes apparemment inutilisés. De petits indices insuffisants, pris individuellement mais qui ensemble dessinaient un schéma indéniable. Quelqu'un avait aidé Meghan, peut-être consciemment, peut-être naïvement, mais certainement pas par hasard. Ce qui m'a le plus troublé, c'est la découverte que certains membres du personnel avaient entretenu des liens anormalement étroits avec son équipe de relations publiques pendant des années, des contacts qui n'avaient jamais suscité de soupçons car ils avaient toujours agi dans le cadre de leurs fonctions. Mais à présent, à la lumière des documents et de la vidéo, cette frontière semblait différente. Il semblait que certaines personnes savaient exactement comment contourner les procédures internes. Des personnes qui ont agi non par loyauté envers la monarchie, mais par loyauté envers Meghan, ou par intérêt personnel. L'une des anomalies les plus frappantes concernait un responsable financier qui pendant des années avait eu accès à des fonds normalement soumis à de multiples approbations. Son nom est apparu dans des transactions liées au projet mentionné dans les documents. Pourtant interrogé, il a toujours répondu invariablement « je ne sais rien ». Or ces traces numériques étaient on ne peut plus claires, trop claires pour être le fruit du hasard. C'était comme s'il tentait de dissimuler son implication en répétant sans cesse la même phrase, espérant que la répétition finirait par faire croire à la vérité. Mais la répétition ne fait pas la vérité, et aucun silence ne pouvait masquer sa culpabilité. J'ai alors compris que ce n'était pas l'histoire d'une femme tentant de manipuler le système. C'était un réseau de personnes, de structures et de faiblesses qui sommeillaient en nous depuis des années, et peut-être que personne n'avait osé le voir. Ou peut-être que personne n'avait voulu le voir. Mais la découverte la plus effrayante est survenue lorsqu'il s'est avéré que certains protocoles de sécurité avaient été délibérément assouplis pendant les périodes où Meghan avait accès à des espaces et à des informations auxquelles elle n'aurait normalement pas pu accéder seule. Des caméras qui ont dysfonctionné accidentellement. Des journaux d'activité présentant une erreur technique aux moments les plus critiques. Le genre de problème qu'on attribue une fois au hasard, 2 fois à la négligence, mais 3 fois, 4 fois, alors cela devient un schéma. Et les schémas n'apparaissent pas par hasard. Lors d'une réunion confidentielle, on m'a confié qu'au moins 3 personnes au sein du système avaient probablement été impliquées dans l'assouplissement des protocoles, la transmission d'informations ou la facilitation de transactions. Toutes n'étaient pas conscientes de leurs actes. Certaines ont sans doute été manipulées par Meghan elle-même ou par des membres de son entourage. Mais d'autres savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et c'était là le plus dangereux. Car là où il y a une personne au sein du système, il y en a généralement une autre. Et là où il y en a 2, c'est que le système était déjà en train de s'effondrer depuis un certain temps. J'ai remarqué que je portais un regard différent sur les gens que je côtoyais au quotidien. Non pas que je voulais me méfier de tout le monde, mais parce que j'ai compris que c'était la confiance aveugle qui nous avait menés à cette situation.
que même les employés les plus expérimentés sont sensibles à l'influence, à la sympathie, à l'argent et aux opportunités, et que personne n'est à l'abri de la tentation de se laisser emporter par une histoire qui le dépasse. Mais le moment le plus sombre survint lorsqu'un des chercheurs évoqua la possibilité qu'une personne au sein du palais s'efforçait encore de dissimuler des informations. Une personne paniquée par le retour de Harry. Une personne qui tentait de sauver ce qui pouvait encore l'être car son implication dépassait tout ce que nous avions osé imaginer. Cette idée me hantait. Soudain, le palais ne ressemblait plus à une maison mais à une scène où chacun n'agissait pas toujours avec bienveillance. Un lieu où chaque geste était scruté, où chaque silence avait une signification, où chaque collègue pouvait être un partenaire ou une ombre. Et à mesure que cette prise de conscience s'imposait à moi, une nouvelle question urgente a commencé à surgir: si le système est corrompu de l'intérieur, qui préservera la vérité, qui veillera sur la frontière entre protection et mensonge. Je n'avais pas encore la réponse à cette question, mais je sentais que le moment approchait où je devrais la trouver, où me rendre à l'évidence certaines réponses pourraient être plus dangereuses que le mensonge lui-même. Il y a des moments où l'on sent une histoire basculer, où une ligne qui tremblait depuis des semaines finit par se rompre. Et c'est ce qui s'est passé le jour où le comptable a disparu. Le seul homme qui savait vraiment tout. Le seul à avoir accès à l'ensemble du montage financier, aux contrats, aux transactions, où le nom de Meghan apparaissait sans cesse. Le seul à voir non seulement les chiffres, mais aussi les signaux d'alarme que les autres avaient ignorés. Et maintenant, il avait disparu. Pas en vacances, pas en congé maladie, pas en absence prévue. Il s'était tout simplement volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Et dès que j'ai réalisé la nouvelle, j'ai compris que la situation n'était plus une question de documents ou d'atteinte à la réputation, mais de danger, de pression, de la question de savoir qui ou quoi quelqu'un essayait de faire taire. Son nom figurait au cœur des rapports internes dès le début. Non pas parce qu'il était soupçonné, mais parce qu'il était le seul à comprendre le système financier dans son intégralité. Il était capable de déceler les schémas, de repérer immédiatement les anomalies. Un homme qui travaillait au sein du palais depuis des décennies, loyal, discret, d'une efficacité quasi invisible. Selon ses collègues, il était précisément le genre de personne que l'on néglige, et c'est peut-être précisément ce qui le rendait si dangereux pour tous ceux qui étaient impliqués dans les manipulations financières. J'ai tout de suite remarqué qu'il semblait agité quelques jours auparavant. Pas hystérique, pas visiblement paniqué, mais différent. Son langage corporel était tendu, ses réponses laconiques, son regard constamment aux aguets. Lorsqu'il m'a brièvement salué, j'ai perçu quelque chose d'indéfinissable, à ce moment-là, un mélange de peur et de détermination. Je sais maintenant qu'il savait quelque chose de plus important que ce que nous avions vu alors. Et peut-être déjà à cet instant réfléchissait-il à ce qu'il allait en faire. D'après son équipe, il avait commencé sa journée de travail comme d'habitude. Il avait pris un café, allumé son ordinateur et ouvert quelques documents. Puis il avait passé un coup de fil, un appel bref de moins d'1 minute, et 5 minutes plus tard, il avait disparu. Son badge a cessé de fonctionner dès qu'il a quitté la salle d'archives. Aucune image de caméra ne le montre quittant le bâtiment. Aucune alerte concernant une sortie de secours. Aucune trace. C'était comme s'il s'était volatilisé. Et c'est précisément ce qui le rendait si effrayant. Ma première pensée a été: s'est-il donné la mort? S'est-il enfui? Essayait-il de se protéger? Mais quelques heures plus tard, des informations ont rendu cette hypothèse impossible. Sa voiture était toujours au même endroit. Son téléphone était au fond d'un tiroir de son bureau. Son portefeuille était sur son bureau intact. Et le plus troublant, son ordinateur portable avait été entièrement effacé. Non pas de manière amateur, mais professionnelle, comme si quelqu'un savait précisément quelles traces il fallait supprimer. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une disparition volontaire. Il s'agissait d'un enlèvement. Alors que l'équipe d'enquête se mobilisait pleinement en situation de crise, j'ai compris qu'il ne s'agissait que de la prochaine étape d'un processus qui aurait dû être entamé depuis longtemps. Car des gens comme ce comptable ne disparaissent pas simplement. On les réduit au silence. Et le fait que ce soit lui, la pièce maîtresse du réseau d'information financière, qui soit désormais porté disparu, me disait une chose: quelqu'un cherchait à gagner du temps. Quelqu'un cherchait à retarder la vérité. Ou pire, à l'effacer. Lorsque les agents de sécurité sont entrés dans son bureau pour vérifier son travail, ils ont découvert quelque chose d'encore plus troublant, un dossier qu'il avait laissé entrouvert sur son bureau, comme s'il s'était brusquement interrompu en plein milieu d'une tâche importante. À l'intérieur se trouvaient des notes, des graphiques et des courriels imprimés. Mais ce qui a le plus frappé les enquêteurs, c'est le soulignement au stylo rouge qu'il avait ajouté à une phrase: « Il y a des paiements qui ont été approuvés en interne. Cela ne peut pas se faire sans l'aval de la hiérarchie. » Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Non seulement parce qu'ils laissaient entendre que Meghan avait bénéficié de soutiens internes, mais aussi parce qu'ils sous-entendaient qu'une partie de ce soutien pouvait provenir de personnes bien plus proches de nous que nous ne l'avions imaginé.
Le comptable avait découvert quelque chose qui le mettait en grand danger, et quelqu'un s'en était rendu compte. Cela ne s'est pas arrêté aux documents. La police n'a trouvé aucune trace de lutte à son domicile, mais tout autre chose, des dossiers ouverts, des espaces vides dans son classeur et le chargeur de son ordinateur portable disparu. C'était comme si quelqu'un n'avait emporté que les éléments cruciaux, les documents même qui le reliaient à des paiements précis et à des communications internes. Comme si quelqu'un voulait nous empêcher de découvrir à quelle conclusion il était parvenu. Le plus révoltant, c'était que personne n'ait vu qui lui avait parlé en dernier. Ses collègues disaient que ces dernières semaines, il avait été régulièrement approché par des personnes avec lesquelles il ne travaillait jamais d'habitude. De petites conversations, des questions chuchotées. « Tu peux jeter un coup d'œil, tu sais quelque chose à propos de… » En repensant à cette description, je comprends maintenant qu'il savait probablement déjà qu'il était manipulé, contrôlé, voire menacé. Et tandis que j'essayais de comprendre ce que cela signifiait, une question planait comme une ombre menaçante, surtout si quelqu'un à l'intérieur du palais était prêt à effacer des documents, était-il également prêt à faire disparaître des personnes? Rien que d'y penser, j'avais le souffle coupé. Car si cela était vrai, il ne s'agirait pas seulement d'une fraude, ni d'une simple manipulation, mais d'un système protégé par des forces obscures, bien plus dangereuses qu'une crise de relations publiques. Cette disparition a tout changé, car le comptable n'était pas un pion. Il était celui qui voyait clair dans son jeu. Et s'il avait été réduit au silence, cela ne signifiait qu'une chose, cette histoire avait atteint une profondeur que je n'avais jamais ressentie auparavant au sein de notre famille. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, je me suis posé la question la plus douloureuse de toutes, et si la vérité n'était pas seulement dévastatrice, mais mortelle. Les jours suivant la disparition du comptable, j'avais l'impression que le monde dans lequel je vivais se délitait. Non seulement parce que la vérité se répandait plus vite que quiconque ne pouvait la contrôler, mais aussi parce que les fondements mêmes qui nous avaient toujours protégés, la discrétion, la stabilité, la tradition, commençaient à se fissurer. Cette disparition avait franchi une limite que je n'aurais jamais cru possible. Et à partir de cet instant, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ni pour Harry, ni pour Meghan, ni pour le palais, et certainement pas pour moi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la rapidité avec laquelle le monde extérieur s'est emparé des accusations, des fuites, des incohérences. Ce qui n'était au départ qu'une série de documents s'est transformé en crise mondiale en quelques jours, alimentée par des médias avides de trahisons, de drames et d'intrigues royales. Mais tandis que le monde se focalisait sur le sensationnalisme, je me concentrais sur une question bien plus fondamentale: comment avancer lorsque ceux que l'on était censé protéger se révèlent être eux-mêmes une source de danger? J'avais l'impression de traverser un paysage qui prenait feu lentement, alors que tout le monde attendait de moi que je garde les yeux rivés au sol. Le silence qui régnait au palais était peut-être encore plus insoutenable que le bruit extérieur. Plus un murmure, plus aucune routine. Seulement une tension palpable comme suspendue dans l'air. On sentait presque la confiance se rompre. Qui savait quoi? Qui avait travaillé avec Meghan? Qui avait aidé Harry? Qui avait fait disparaître le comptable et pourquoi? Je me suis retrouvé à un carrefour bien plus important qu'une simple querelle familiale. Il ne s'agissait plus de réputation ni d'image. Il s'agissait d'intégrité, de sécurité, de la capacité à reconnaître que le système qui nous avait toujours soutenus était peut-être en train de s'éroder lentement. Et à mesure que cette prise de conscience s'installait, j'ai aussi ressenti une force insoupçonnée grandir en moi. Une force que j'avais auparavant refoulée. Une sorte de calme qui surgit lorsque le chaos devient si intense qu'on ne cherche plus à l'éviter mais à le comprendre. Car au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas rester passive. Je devais agir. Mais agir implique de faire des choix. Et aucun choix n'était facile. Si je choisissais de protéger les documents d'Harry, on me verrait privilégier la famille au détriment du devoir institutionnel. Un précédent dangereux. Mais si je choisissais de défendre le palais contre la vérité, je participerais à la même dynamique qui avait engendré cette crise. Et surtout, si je gardais le silence, ce silence serait interprété comme de la culpabilité, de la complicité, de la lâcheté. Il n'y avait pas de voix sans prix. Pas de choix sans conséquences. Au cours d'une longue nuit blanche, j'ai repensé au moment de notre histoire où des membres de la famille royale avaient dû choisir entre vérité et stabilité. Jamais auparavant, cependant, ce choix n'avait comporté de tels risques, car à présent, une personne avait disparu. Des documents avaient été effacés, et certains ne voulaient absolument pas que toute la vérité éclate. Il ne s'agissait pas seulement d'une crise institutionnelle, mais d'une lutte pour le contrôle, pour le pouvoir, pour la survie même de la vérité. Je me suis demandé quelle était la véritable nature de ma responsabilité. Non pas en tant que membre de ma famille, ni au nom d'une tradition, mais en tant qu'être humain. Jusqu'à quel point peut-on être complice avant de devenir soi-même partie intégrante du problème?
Combien de temps peut-on garder le silence avant que notre conscience ne se mette à hurler plus fort que la menace d'une atteinte à notre réputation? Et peut-être la question la plus difficile de toutes, qu'advient-il d'une institution qui refuse d'affronter la vérité? Je savais que je devais prendre position, mais avant même que je puisse le faire, une nouvelle vague de chaos a déferlé. Les médias avaient découvert que le comptable n'avait pas pu disparaître volontairement. Des images d'une voiture suspecte aperçue dans une rue adjacente à son domicile quelques heures seulement avant sa disparition avaient fait surface. Une silhouette indistincte, floue en raison de la mauvaise qualité de l'image, mais suffisamment visible pour que le monde comprenne que quelque chose de plus louche se tramait. Les appels à une enquête approfondie se sont multipliés, politiquement, institutionnellement, et je savais que mon rôle ne pouvait plus se limiter à celui d'observateur. Comment rester silencieux quand quelqu'un qui voulait protéger la vérité a disparu? Comment détourner le regard quand un système que l'on est censé servir tente de se protéger en sacrifiant des vies humaines? La responsabilité pesait lourd, mais pas insupportable. Plutôt inévitable. Un fardeau que je devais porter précisément parce que je n'avais pas d'autre choix. Ma décision suivante était née de cette prise de conscience. Non pas de la colère ni de la peur, mais de la lucidité. Je savais que je ne pouvais plus laisser la vérité circuler dans l'ombre. Je savais que je ne pouvais plus permettre à un réseau d'initiés de continuer à se cacher derrière des portes closes, et je savais que, aussi douloureux que cela puisse être, pour Meghan, pour Harry, pour notre réputation, la seule solution était la transparence. Non pas le moule façonné par les médias, non pas le moule dicté par les relations publiques, mais la vérité telle que nous la connaissions désormais et telle que le comptable l'entendait peut-être encore plus pleinement. J'ai décidé qu'une enquête indépendante était indispensable, externe, inévitable, et sans aucune influence interne. Je savais qu'une fois cette décision rendue publique, le monde l'interpréterait comme une rupture avec Meghan, une rupture avec le réseau qui l'avait soutenu, peut-être même une rupture avec le fonctionnement de notre famille depuis des années. Mais il n'y avait plus de retour en arrière, ni après les documents, ni après la vidéo, ni après la disparition. Ce jour-là, j'ai compris que mon avenir prendrait une autre direction, non pas par choix mais par nécessité. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un trace la ligne entre vérité et trahison, entre protection et mensonge. Et cette ligne inévitablement traversait le cœur même de cette histoire. Et maintenant, je me demande alors que le silence autour de moi s'alourdit, si la vérité finira par nous sauver ou si elle nous brisera